10 milliards de dollars. C'est le prix du télescope James Webb, que la NASA a envoyé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il devait observer le passé de l'univers. Au lieu de cela, il a découvert quelque chose dans le présent, au cœur même de la Voie lactée. Et pour une raison quelconque, on préfère garder le silence à ce sujet. Les données sont publiques, les articles sont publiés, mais il n'y a pas eu de conférence de presse, ni de gros titres. Pendant que le monde discutait de galaxies lointaines et d'exoplanètes, le télescope Webb observait discrètement autre chose. Le trou noir au centre de notre galaxie ne dort pas. Il n'a jamais dormi. Pour comprendre l'ampleur de la découverte de Webb, il faut remonter dans le temps, de plusieurs décennies. Les astronomes s'avèrent depuis longtemps que quelque chose d'énorme se cachait au centre de la Voie lactée. En 1932, Carl Jansky, ingénieur chez Bell Telephone Laboratories, a accidentellement capté un signal radio étrange. Il cherchait les sources d'interférences pour les communications transatlantiques, mais il a trouvé la voie de la galaxie. Le signal provenait de la constellation du Sagittaire, là où les étoiles se concentrent en un voile impénétrable. Il a fallu attendre 40 ans avant que Bruce Balick et Robert Brown, en 1974, identifient une source compacte dans ce bruit. Ils l'ont baptisé Sagittaire A, avec un astérisque, car l'objet semblait excité, actif. À l'époque, ce n'était qu'un point sur la carte radio. Personne ne savait encore qu'il s'agissait de l'objet le plus massif dans un rayon de milliers d'années-lumière. Au cours des décennies suivantes, les astronomes ont rassemblé des preuves petit à petit. Les étoiles proches du centre galactique se déplaçaient trop rapidement. L'une d'entre elles, ce 2, effectuait une révolution complète autour d'un objet invisible en seulement 16 ans, atteignant une vitesse de 25 millions de kilomètres à l'heure. Cela représente 3% de la vitesse de la lumière. Pour maintenir une étoile sur une telle orbite, il fallait qu'au centre se trouve un objet d'une masse équivalente à 4 millions de soleils, comprimé dans un espace plus petit que notre système solaire. La conclusion était inévitable. Il y avait là un trou noir, supermassif, le plus proche de la Terre. En mai 2022, le monde l'a enfin vu. Le télescope de l'horizon des événements, un réseau mondial d'observatoires radio fonctionnant comme un seul instrument de la taille d'une planète, a publié la première image de Sagittarius A. Un anneau orange flou autour d'une noirceur absolue. Une lumière déformée par une gravité si monstrueuse que même les photons ne peuvent s'échapper de son emprise. Mais cette image ne montrait qu'une silhouette, le contour du monstre. Les scientifiques pensaient qu'à l'intérieur, tout était relativement calme. Sagittarius A été classé comme un trou noir affamé. Contrairement à ses homologues dans les galaxies actives, il n'absorbe presque pas de matière. Un géant silencieux, un gardien endormi au cœur de la Voie lactée. C'est ce que l'on pensait jusqu'en 2023. Puis, le télescope James Webb a dirigé ses yeux infrarouges vers le centre même de la galaxie et a découvert qu'il n'y avait jamais eu de silence là-bas. Avril 2023. Le télescope James Webb est suspendu au point de Lagrange L2, une poche gravitationnelle située à 1,5 million de kilomètres de la Terre, où l'attraction du Soleil et celle de notre planète s'équilibrent. Ici, dans l'ombre éternelle du bouclier thermique, les instruments sont refroidis à une température proche du zéro absolu, 7 Kelvin, moins 266 degrés Celsius. À cette température, le télescope lui-même n'émet pas de bruit infrarouge et peut voir ce qui est inaccessible à tout autre instrument sur Terre. Une équipe dirigée par Farhad Youssefzadeh de l'Université Northwestern a pointé la caméra NIRCam, l'œil infrarouge proche de Webb, vers Sagittarius A. Ils prévoyaient d'observer 8 à 10 heures par session. Les 7 périodes d'observation se sont étalées sur une année, d'avril 2023 à avril 2024. Au total, cela représente 48 heures d'observation. Il s'agit de l'observation la plus longue et la plus détaillée d'un trou noir dans l'histoire de l'astronomie. Ce qu'ils ont vu ne correspondait pas au modèle précédent. Le tireur A ne s'enflammait pas seulement parfois, comme on le pensait auparavant. Il s'enflammait constamment, sans interruption. À chaque seconde d'observation, le trou noir générait une certaine activité, de faibles scintillements d'une durée de quelques secondes, de puissantes éruptions 5 à 6 fois par jour, et des fluctuations de luminosité à long terme s'étalant sur plusieurs mois. Youssefzadeh, qui étudie le centre de la galaxie depuis plus de 30 ans, décrira plus tard cela ainsi. Ils ont observé le trou noir 7 fois, et à chaque fois,
Ils ont vu quelque chose de nouveau. Rien n'est jamais resté identique. L'objet que l'on croyait endormi depuis des décennies s'est avéré être dans un état d'activité chaotique et continue, comme si quelqu'un avait allumé une boule disco dans l'endroit le plus sombre de la galaxie. Mais le chaos n'est pas l'absence de régularité. C'est une régularité que nous n'avons pas encore comprise. Les scientifiques ont commencé à analyser les données. La caméra NIRCam a filmé simultanément sur 2 longueurs d'onde, 2 dixièmes de micromètre et 4 huitièmes de micromètre. C'est comme regarder le même objet avec 2 yeux différents et remarquer qu'il apparaît différemment pour chacun. Et c'est là qu'une première anomalie a été découverte. Les flashs sur les ondes courtes se produisaient avant ceux sur les ondes longues. La différence était de quelques secondes à 40 secondes. La lumière d'une couleur devançait celle d'une autre couleur. Pour un objet ordinaire, cela est impossible. Un flash est un flash. Il se produit simultanément dans toutes les gammes. Mais Sagittaire A jouait selon d'autres règles. L'explication s'est avérée à la fois élégante et effrayante. Les éruptions sont générées par des électrons propulsés à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces particules se déplacent en spirale le long des lignes de force magnétique et émettent ce qu'on appelle un rayonnement synchrotronique, le même mécanisme qui fonctionne dans les accélérateurs de particules terrestres, mais des milliards de fois plus puissant. Mais voici le problème. En émettant, les électrons perdent de l'énergie. Ils se refroidissent. Et à mesure qu'ils se refroidissent, la longueur d'onde de leur rayonnement se déplace, passant des ondes courtes aux ondes longues. Ce que Webb a enregistré n'était pas 2 flashs différents. Il s'agissait du même flash, observé à différents moments de son refroidissement. Au début, les électrons émettent des cris à haute fréquence. Puis, en perdant de l'énergie, ils passent à des fréquences plus basses. Le délai de 40 secondes correspond au temps nécessaire à une particule se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière pour perdre suffisamment d'énergie afin de changer la couleur de son cri. Mais d'où vient cette énergie? Qu'est-ce qui accélère les électrons à des vitesses proches de celles de la lumière, à quelques minutes-lumière de l'horizon des événements? Réponse: reconnexion magnétique. Imaginez un disque d'accrétion, un anneau rotatif de gaz brûlant qui tombe en spirale dans un trou noir. La température atteint des millions de degrés. La vitesse est proche de celle de la lumière. Mais le plus important n'est ni la température ni la vitesse. Le plus important, ce sont les champs magnétiques. Le plasma dans le disque est traversé par des lignes de force d'une tension colossale. Selon les estimations, entre 40 et 70 Gauss, soit environ 100 fois plus puissant que le champ magnétique terrestre, mais concentré dans un espace de la taille de l'orbite de Mercure. Ces lignes ne sont pas statiques. Elles s'entrelacent, s'entremêlent et se nouent sous l'effet des flux turbulents de plasma. Et puis, ils se déchirent. Reconnexion magnétique. C'est le même processus qui génère les éruptions solaires, mais à l'extrême. Quand 2 lignes de force magnétique de polarité opposée se rencontrent, elles s'annihilent, et toute l'énergie qu'elles ont accumulée est libérée instantanément. Pas progressivement, pas en douceur, d'un coup. Sur le Soleil, ces événements projettent du plasma à des millions de kilomètres et provoquent des tempêtes géomagnétiques sur Terre. Près du Sagittaire A, elles accélèrent les électrons à des énergies telles que les lois de la physique classique cessent de s'appliquer. Les particules commencent à se déplacer selon des trajectoires relativistes. Leur masse augmente, le temps ralentit pour elles, et elles crient avec la lumière. Le 6 avril 2024, l'équipe de Sebastiano von Fellenberg de l'Institut Max Planck de radioastronomie a enregistré pour la première fois une éruption de Sagittarius A dans le domaine infrarouge moyen à l'aide de l'instrument MIRI. Auparavant, la bande infrarouge moyenne restait une zone d'ombre. Le signal était trop faible et l'atmosphère terrestre générait trop de bruit. Mais Webb est suspendu dans l'espace où il n'y a pas d'atmosphère. Et il a vu. L'éclair a duré quelques minutes. La luminosité a augmenté puis a commencé à diminuer. Mais le plus intéressant s'est produit ensuite. En parallèle, le réseau de télescopes submillimétriques SMA à Hawaï observait Sagittarius A dans la bande radio. Et environ 10 minutes après le pic dans la bande infrarouge moyenne, les radiotélescopes ont enregistré leur propre pic. Les mêmes électrons, le même flash, mais déjà refroidis, déplacés vers les fréquences radio. Pour la première fois dans l'histoire, les scientifiques ont suivi le cycle de vie complet d'un flash de trou noir, de sa naissance dans un cri infrarouge à son extinction dans un murmure radio. Von Fellenberg a ensuite fait remarquer que la gamme infrarouge moyenne avait comblé une lacune importante dans le spectre de Sagittarius A.
Ils savent désormais que des sursauts se produisent également à cet endroit. Ce n'est pas anodin, car la radioactivité se présente de manière très différente. Il n'y a pas de pic prononcé, seulement des ondes lentes. La gamme infrarouge a révélé la véritable nature du processus. Mais il y avait encore un autre détail, subtil, presque imperceptible, si l'on ne savait pas où regarder. Polarisation. Pendant l'éruption, la lumière provenant de Sagittaire A était polarisée. Ces ondes électromagnétiques n'oscillaient pas de manière chaotique, mais dans un certain plan. Et ce plan tournait. Il tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, décrivant une boucle caractéristique sur le diagramme de Stokes. Les astrophysiciens appellent cela la boucle QU, qui signifie une seule chose, la source de rayonnement se déplace. Elle ne se contente pas d'émettre de la lumière, elle tourne en orbite autour du trou noir. Point chaud, amas de plasma brûlant éjecté par une reconnexion magnétique, effectuant une rotation autour de Sagittaire A en 50 minutes. Son rayon orbital est d'environ 8 rayons gravitationnels. C'est moins que la distance entre le Soleil et Mercure, comprimée dans l'espace autour d'un objet dont la masse équivaut à 4 millions de soleils. Réfléchissez à ce que cela signifie. Nous observons la matière tournant à la limite même du néant, dans une région où l'espace et le temps sont tellement déformés qu'ils perdent leur sens habituel, où une seconde pour nous est une autre seconde pour le plasma, où la lumière, pour s'échapper, doit voyager non pas en ligne droite mais en spirale, contournant le puits gravitationnel. Et cette matière crie, sans discontinuer, 5 à 6 fois par jour, fort, le reste du temps, doucement, mais sans pause. Le Sagittaire A ne souffre pas de la faim. Il mange constamment, mais en petites portions. Comme un prédateur qui ne chasse pas le gros gibier, mais ramasse sans cesse tout ce qui tombe dans son réseau gravitationnel. Février 2025. L'article de l'équipe de Youssef Zadeh est publié dans The Astrophysical Journal Letters, l'une des revues d'astrophysique les plus prestigieuses au monde. Le titre est austère, comme il sied à une publication scientifique, variabilité continue de Sagittarius A, d'après les données du JWST, à des longueurs d'onde de 2,1 et 4,8 micromètres, preuve de différentes populations de rayonnement variable faibles et intenses. Derrière ce langage administratif se cache un bouleversement. Pendant des décennies, les modèles ont décrit Sagittarius A comme un trou noir radiativement inefficace. Ce terme signifiait qu'il absorbait peu de matière et n'émettait presque pas de rayonnement, surtout par rapport aux monstres situés au centre des galaxies actives, dont les disques d'accrétion brillassent plus fort que des trillions d'étoiles. Notre trou noir semblait être une exception, une anomalie silencieuse, un retraité cosmique. Il va maintenant falloir réécrire cette histoire. Les données de Webb ont montré que Sagittarius A n'est pas silencieux. Il émet simplement sur des fréquences que nous n'entendions pas auparavant. La gamme infrarouge, inaccessible aux télescopes terrestres en raison de l'absorption par l'atmosphère, s'est avérée pleine de signaux. Le trou noir ne dort pas. Il digère constamment de la matière, mais il le fait différemment de ses congénères plus voraces. Ce n'est pas un festin, mais un grignotage continu. Cela modifie non seulement notre compréhension d'un objet spécifique, mais également notre compréhension d'une classe d'objets. Si Sagittaire A est actif, combien d'autres trous noirs, dormants, au centre d'autres galaxies sont en réalité éveillés? Combien d'entre eux ne pouvons-nous tout simplement pas entendre parce que nous ne sommes pas réglés sur la bonne fréquence? L'univers pourrait s'avérer être un endroit beaucoup plus agité que ne le laissaient supposer les modèles du XXe siècle. Mais ici se pose une question que se pose inévitablement toute personne qui suit l'actualité spatiale. Pourquoi personne n'en parle? Lorsque, en 2022, le télescope Horizon des événements a publié une image de Sagittarius A, cela s'est fait sensation dans le monde entier. Les conférences de presse ont été retransmises en direct. Les gros titres faisaient la une des journaux. Les scientifiques ont donné des interviews pour expliquer à l'humanité que nous avions enfin vu le visage du monstre au cœur de notre maison. Et maintenant, les données de Webb montrent que ce monstre n'existe pas seulement. Il est actif, il génère constamment des émissions d'énergie, il se comporte tout autrement que ce que nous pensions, et cela passe presque inaperçu. La réponse est en partie simple. La science ne fonctionne pas sur le sensationnel. L'article est publié, les données sont disponibles, les collègues vérifient tous les résultats. C'est un processus normal qui ne nécessite pas de fanfare. Mais il y a aussi un autre aspect. Les découvertes du JWST sur Sagittarius A ne peuvent être résumées en un simple titre. Un trou noir s'embrase.
Cela semble inquiétant, mais qu'est-ce que cela signifie pour le commun des mortels? Il n'y a aucune menace. 27 000 années-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en 27 millénaires. Quoi qu'il se passe là-bas actuellement, nous voyons l'écho d'événements qui se sont produits à l'époque où nos ancêtres chassaient encore le mammouth. Et pourtant, il y a quelque chose d'inquiétant dans le fait de savoir qu'un objet capable de tout absorber est en mouvement constant, qu'il n'est pas figé dans un repos éternel, mais qu'il vit sa propre vie, imprévisible, chaotique, soumise à des lois que nous commençons seulement à comprendre. Il convient ici de rappeler une autre histoire. Une histoire qui montre à quel point il est facile de confondre le bruit et le signal, et inversement. Le 13 juin 2024, le radiotélescope australien ASCAP a enregistré un puissant impulsion radio, moins de 30 nanosecondes, soit 30 milliardièmes de seconde. Mais pendant cet instant, le signal a éclipsé tout le reste dans le ciel. Les astronomes s'y sont restés figés. Les sursauts radio rapides sont l'un des plus grands mystères de l'astrophysique moderne. Il s'agit d'impulsions provenant de galaxies lointaines, probablement générées par des magnétars, des étoiles à neutrons ultramagnétiques. Capter un tel signal est une chance. Capter un signal aussi puissant est une sensation. Clancy James, de l'Université Curtin, et son équipe se sont empressés d'analyser les données. Et ils ont rapidement compris que quelque chose n'allait pas. Le signal ne présentait pas de dispersion, ce retard caractéristique des fréquences qui se produit lorsque les ondes radio traversent le milieu interstellaire. La source ne se trouvait pas dans une galaxie lointaine, elle était proche, très proche. Lorsque la trajectoire a été recalculée, il s'est avéré que l'impulsion provenait de l'orbite terrestre, d'une altitude d'environ 4500 km, de là où, depuis 1967, tourne le satellite mort Rayleigh 2, un appareil de la NASA lancé sous Lyndon Johnson et qui s'est tué il y a près de 60 ans. Le satellite mort a crié, non pas parce qu'il avait repris vie, ses composants électroniques s'étant depuis longtemps transformés en débris spatiaux, mais les anciens matériaux avaient accumulé une charge électrostatique en traversant le plasma des couches supérieures de l'ionosphère. À un moment donné, la tension a atteint un point critique et une décharge s'est produite, une étincelle, suffisamment puissante pour obscurcir tout le ciel dans la bande radio pendant une nanoseconde. Cette histoire est un rappel. L'espace regorge de signaux. Tous ne signifient pas ce qu'ils semblent être. Une étincelle sur un satellite mort peut passer pour la voie d'une galaxie lointaine, et le scintillement continu d'un trou noir supermassif peut passer inaperçu pendant des décennies, car nous ne savions pas où regarder. Le télescope James Webb nous a appris à regarder dans la bonne direction, et ce qu'il nous a montré nous oblige à repenser non seulement Sagittaire A, mais aussi la notion même de repos à l'échelle cosmique. L'équipe de Youssef Zadeh a déjà déposé une demande pour de nouvelles observations. 24 heures de surveillance continue du trou noir, sans interruption, sans changement. Ils veulent te comprendre. Y a-t-il une périodicité cachée dans le chaos des sursauts? Ou l'activité de Sagittaire A est-elle vraiment aléatoire, un bruit stochastique au bord du gouffre? La réponse changera nos modèles. Elle changera peut-être notre compréhension de la manière dont les trous noirs interagissent avec leur environnement. Comment ils influencent l'évolution des galaxies? Comment, en fin de compte, ils façonnent l'univers dans lequel nous vivons? 27 000 années-lumière. Il est impossible de se représenter réellement cette distance. Notre cerveau a évolué pour évaluer les distances de la savane, soit des centaines de mètres, voire des kilomètres. Tout ce qui dépasse cette limite devient abstrait, un chiffre, un mot. Mais essayons quand même. La lumière reste la chose la plus rapide qui existe dans l'univers. Elle parcourt 300 000 km par seconde. En une seconde, elle fait 7 fois et demi le tour de la Terre. Elle met 8 minutes pour arriver du Soleil, et il lui faut 27 000 ans pour parcourir la distance entre Sagittaire A et nous. Cela signifie que les éruptions enregistrées par Webb en 2023 et 2024 ne se sont pas produites à cette époque. Ils se sont produits il y a 27 000 ans, lorsque les derniers Néandertaliens parcouraient encore l'Europe, lorsque l'Homo sapiens commençait tout juste à se répandre sur la planète, lorsque les premières villes n'étaient encore qu'une perspective lointaine. Nous regardons vers le passé, toujours. Chaque regard vers le ciel est un regard vers le passé. Et plus l'objet est lointain, plus nous plongeons profondément dans l'histoire. Le Sagittaire A nous montre tel qu'il était à l'aube de la civilisation humaine. Ce qu'il fait actuellement, à l'instant même où vous écoutez ces mots, nous ne le saurons que dans 27 000 ans. Si d'ici là,
Quelqu'un est encore là pour le découvrir. Et voici ce qui est vraiment étrange. Nous avons tendance à considérer les trous noirs comme quelque chose de lointain et d'abstrait. Des monstres cosmiques dévorant des étoiles quelque part, dans un lointain inimaginable. Mais Sagittaire A n'est pas quelque part, il est ici, au centre de notre maison. Chaque étoile que nous voyons dans le ciel nocturne tourne autour de lui. Le Soleil effectue une rotation complète en 230 millions d'années, emportant avec lui la Terre, nous, tout ce que nous avons construit et tout ce que nous sommes. Nous sommes les satellites d'un trou noir, au sens littéral et gravitationnel du terme, et ce trou noir ne dort jamais. Elle s'embrase, scintille, projette des flux de plasma brûlants. Les champs magnétiques et qui l'entourent se rompent et se reconnectent, propulsant les particules B à des vitesses proches de celles de la lumière. Toutes les quelques heures, une puissante décharge d'énergie se produit. Entre elles, une faible lueur continue, un pouls, un rythme, quelque chose qui ressemble vaguement à la vie. Bien sûr, ce n'est pas la vie, c'est la physique, la gravité, le magnétisme, la mécanique relativiste. Des lois qui s'appliquent de la même manière ici et au bord du gouffre. Il y a là un étrange réconfort. L'univers n'est pas chaotique, il obéit à des règles. Même ces objets les plus extrêmes jouent la même partition que tout le reste. Mais ces règles sont plus strictes que nous avons l'habitude de le penser. L'espace n'est pas hostile, il est indifférent. Il se fiche que nous existions ou non. Le trou noir au centre de la galaxie ne nous chasse pas, il est simplement là. Il fait ce que font les trous noirs, il absorbe, il émet, il existe. 27 000 années-lumière, c'est suffisant pour que nous soyons en sécurité. Mais ce n'est pas suffisant pour oublier que nous vivons à proximité d'un monstre. Le télescope James Webb nous l'a rappelé. Pas par une déclaration fracassante, ni par une découverte sensationnelle. Discrètement. Par des données publiées dans une revue scientifique. Par des graphiques que peu de gens verront. Par des conclusions qui changeront les manuels scolaires, mais qui ne feront pas la une des journaux télévisés. Peut-être est-ce ainsi que cela doit être. La science crie rarement. Elle travaille. Elle accumule des connaissances, affine ses modèles, avance. Chaque découverte est une brique dans l'édifice que construit l'humanité tout entière, génération après génération. Mais parfois, il vaut mieux s'arrêter et prendre conscience de ce que nous avons construit. Nous sommes une espèce qui vit sur une petite planète autour d'une étoile ordinaire, à la périphérie d'une galaxie ordinaire. Nous avons appris à regarder au cœur de cette galaxie, à voir un objet qui courbe l'espace lui-même, comprendre comment il fonctionne, enregistrer ses éclats, mesurer ses champs magnétiques, suivre les orbites du plasma à l'extrémité de l'horizon des événements. Ce n'est pas un triomphe, c'est un début. Le Sagittaire A sera encore là longtemps après que le Soleil se sera éteint. Il a survécu à la naissance de notre étoile et survivra à sa mort. Quant à nous, nous apprenons seulement à l'écouter. Et il s'avère qu'il parle sans arrêt. Il suffit de savoir sur quelle fréquence se régler.